moi, je m'appelle Elvira David-Copet et ça fait 3 ans maintenant que je travaille pour la salle Calme et Silence. Et à l'origine, je suis engagée beaucoup dans l'autisme parce que j'ai un fils qui est autiste. Et c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser à ce type de projet. Moi, du coup, je m'appelle Agnès. De base, je suis responsable décoration pour Japan Impact. Et en fait, je suis autiste et j'ai fait des conventions pendant plusieurs années en tant que visiteur. Et donc, je sais un peu, premièrement, à quel point ça peut être fatigant. Et du coup, quand j'ai rejoint le comité, je me suis dit que je pourrais un peu saisir l'occasion de faire quelque chose pour changer ça. Je me dis que, effectivement, c'est cool qu'il y ait du bruit et on adore cette ambiance. Je pense que plein de gens adorent. Il y a des couleurs, il y a des bruits, c'est fun, c'est cool. Mais il y a quand même plein de gens pour qui ça fatigue, ça devient très fatigant. Et justement, pour pouvoir supporter ce bruit, pour pouvoir rester plus longtemps et plus profiter, avoir une bulle de calme pour se ressourcer, pour repartir et pas finir tout cassé à la fin, je pense déjà. Ouais, c'est ça. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est comme un reset. Et c'est pas forcément pour des personnes particulièrement autistes ou qui ont un trouble particulier, mais il y a plein de gens qui viennent ici et ils viennent faire un reset. Et des fois, ils n'arrivent plus à partir. Alors, vraiment, n'importe qui, mais on voit quand même arriver, avec mon expérience, je vois quand même que c'est des personnes qui sont dans la neurodiversité, qui viennent ici facilement, ou qui y viennent plus longtemps, ou qui sont vraiment amatrices de ça. Mais il y a plein de gens qui viennent, en fait, aussi des curieux, qui viennent découvrir, voilà. Je dirais que c'est pensé premièrement pour les personnes issues de la neurodiversité, et dans le sens les stratégies ou les choses mises en place sont pensées dans cette optique-là, mais au final, ça sert à tout le monde qui le veut. Justement, c'est un terme qui englobe toutes les personnes qui ont une neurodivergence. Voilà, l'autisme, c'est une manière particulière d'appréhender le monde. Les troubles de l'attention, c'est pareil. Les troubles 10, toute cette catégorie de développement du cerveau qui n'est pas ordinaire et qui fait qu'on a une sensibilité particulière ou qu'on a des comportements différents de la norme. Je pense que c'est quelque chose de très stimulant et pour les personnes, je trouve, issues de la neurodiversité, ça va devenir extrêmement fatigant et prendre beaucoup d'énergie plus rapidement que les autres. Au final, ça va taxer tout le monde, mais pour les personnes issues de la neurodiversité, ça va plus rapidement être 10 fois trop bruyant, 10 fois trop illuminé entre les néons, les couleurs vives des bâtiments, des murs. C'est très explosif pour les sens, je dirais. Et puis, il faut aussi, moi, les premières fois où je suis allée dans des conventions, mon radar à autisme, il a fait... C'est vraiment un lieu à neurodiversité. Je trouve vraiment qu'on voit la créativité. C'est vraiment... Ce que je trouve génial, c'est que les personnes neurodiverses, elles sont dans leur univers. Et puis, c'est les personnes ordinaires qui sont là, en train de contempler ça. Et il faut aussi quand même noter qu'il y a des personnes, par exemple dans le spectre de l'autisme, qui, elles, vont aller rechercher du bruit, rechercher de la lumière, rechercher des choses qui vont les stimuler jusqu'à un certain point. Donc, je pense qu'il y a des personnes autistes qui sont par là, qui se promènent et qui profitent vraiment bien de tout ça, mais qui, au bout d'un moment, même si elles aiment bien être surstimulées, elles sont quand même heureuses d'arriver ici à un certain point.
Wow. Bah, dans ce cas, on dit aussi aux gens en poussette de ne pas venir, on dit aux gens en chaise roulante de ne pas venir parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'ascenseur. Dans ce cas, il y a énormément de gens qui n'iraient nulle part. Donc je trouve le but quand on est dans l'événementiel, c'est de pouvoir accommoder le maximum de gens. C'est, je trouve, un des principes fondamentaux d'un événement, c'est d'accommoder pour que tout le monde, le maximum de gens puissent se sentir à l'aise et passer un bon moment, vu que c'est le but premier. Ouais, et là, je pense que Japan Impact, il a un côté précurseur parce que on sent une intention un peu d'accessibilité des événements et des choses comme ça. Mais là, il y a, justement, la démarche, elle va un petit peu plus loin, de s'intéresser aux besoins spécifiques d'une certaine catégorie de personnes de handicap invisible. Et puis, ça montre le chemin. Et à travers la culture, c'est souvent la culture et l'art qui montrent le chemin. Et voilà, on espère que justement, ça va montrer le chemin à d'autres événements. Alors, bon, déjà, je ne sais pas si c'est une réalité, mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui sont passionnées de Japon. C'est pas vrai? J'ai l'impression qu'il y a une proportion plus grande. Après, c'est cet univers qui est déjanté, quoi, qui est hyper créatif, Je peux imaginer, voilà, des personnes autistes en train de faire leur cosplay, mais toute la vie hyper précisément, puis c'est ça leur passion. Je peux vraiment imaginer plein de personnes neurodiverses justement qui s'emparent de cette passion pour le Japon, pour tout cet univers pop culture et compagnie, quoi. Moi, je pense que les conventions en général, que ce soit la pop culture, le Japon ou ce genre de choses, c'est une sorte de safe space où les gens, c'est vraiment, si par exemple on prend des personnes neurodiverses qui ont pour intérêt spécifique, soit les animés, le manga, le Japon, tout ça, c'est un peu, ils savent que dans cet endroit, il y aura d'autres gens qui ont les mêmes intérêts qu'eux. Et donc, on dit, s'il y a des gens comme moi qui aiment la même chose, ça va être safe, vu que c'est des gens comme moi. Et donc, ça rassemble. Par exemple, souvent, quand je venais dans les conventions, je me faisais très facilement des amis, j'allais très facilement parler vers les gens, alors que dans le monde extérieur, où j'avais aucun sujet à parler, où j'avais rien à dire, j'osais pas du tout. Mais là, je savais que j'avais des choses à dire, vu qu'on est les deux au même endroit, on a forcément des choses en commun, des intérêts, des animés, le cosplay. Ouais. Alors, la salle Calme et Silence, alors évidemment que mon expertise, elle va vraiment sur l'autisme et puis qu'au travers des années, elle a évolué, mais il y a certaines choses de base, c'est-à-dire qu'elle est très peu éclairée, très faiblement éclairée, avec juste des petits points de lumière, ce qui est hyper... Quand on arrive dans la salle, après la convention, cette bulle d'être faiblement éclairée, c'est déjà une ressource. Après, on a mis en place plusieurs activités en fait. Sur les tables, il y a des coussins, des petites couvertures pour les personnes qui veulent simplement se poser quelques minutes. On a des petits doudous, on a besoin de douceur. Il y a des livres aussi qu'on a apportés sur la neurodiversité. Il y a des dessins, des possibilités de dessiner, colorier, des activités un petit peu artistiques pour se centrer. Il y a aussi des widgets, des choses à tripoter, parce que des fois, ça peut aider à se recentrer sur le petit truc qu'on tripote. Ça peut faire du bien à certaines personnes. Et puis, il y a des choses qu'on peut trier aussi, simplement pour se reposer la tête de toute l'activité qu'il y a dehors. Je dirais que c'est un peu... On prend toutes les sensations et on essaie de les diminuer. Donc, moins de lumière, moins de bruit, vraiment, que ce soit le moins sensoriellement demandant. Ouais. Oui, c'est le programme qu'on a développé, qu'on a appelé Jap Accessible, où on s'est dit, sur les affiches en dehors des salles, on essaie de prévenir au maximum ce qui va être fait à l'intérieur. Par exemple,
des activités avec de la cuisine. On met le bruit parce que faire de la cuisine, ça fait du bruit, les casseroles, les explications, ou alors des trucs, par exemple le Just Dance, qui est une salle qui peut être très drôle, mais le son des Just Dance c'est très fort, donc il y a le petit écriteau du son fort, comme ça les gens peuvent soit se préparer à l'avance, en mode ok là ça va être fort, je me prépare, ou juste savoir pour certaines activités, parce je trouve qu'on a des activités où on ne sait pas forcément ce que c'est, donc on peut entrer dans les salles pour découvrir, donc ça permet de savoir s'il y a des lumières fortes, si le son va être fort, si ça va être retranscrit pour les personnes malvoyantes ou malentendantes. Donc c'est un peu ça va dans cette idée de rendre la conversation plus accessible, que ce soit pour les personnes neurodivergentes ou même avec des troubles, disons, visibles comme invisibles. Alors là, on est un collectif de bénévoles. Comme on disait, en fait, moi, je trouve vraiment que ce type d'initiative devrait être vraiment plus élargi à d'autres événements, d'autres conventions, des musées. Bon, les musées, c'est le plus calme, mais disons, il y a plein d'endroits culturels qui, avec quelques adaptations, pourraient être beaucoup plus rassurants pour une personne qui peut aussi être angoissée ou des choses comme ça. Et puis, ça c'est quelque chose que moi j'aimerais bien développer à l'avenir pour d'autres événements. Mais justement, en tout cas, c'est pas vraiment du coup une structure, c'est plutôt, en tout cas du côté du comité, c'est donc moi qui suis en charge un peu de cette salle, alors que je suis pas dans le pôle qui gère l'animation, mais donc on est un peu les deux en communication pour rassembler en fait des bénévoles plutôt par le bouche à oreille, par des gens qu'on connaît. C'est vraiment pas, disons, une structure qu'on engage, c'est on pique un peu à la main des gens qui sont partants pour faire cette expérience de bénévole, pour aider à gérer cette salle. Mais donc oui, c'est pas une structure engagée, c'est vraiment des gens qui ont à cœur cette envie de créer cette bulle. Ouais. Donc des passionnés, on va dire. Donc vraiment un projet Cocotte Minute Japan Impact. Un peu ça. En tout cas, ça part comme ça, avec espoir, comme Elvira dit, ça va avec espoir que ça se développe en quelque chose d'un peu plus structuré peut-être, qu'on peut aller faire un peu partout. Mais effectivement, là, on est un peu dans les débuts. Chaque année, on sait un peu plus comment faire, on a nos protocoles. Ouais. Mais c'est un peu tout nouveau. Et puis, on est, je crois, une des seules conventions à le faire, ou en tout cas, je trouve, à le faire aussi développé. Donc ça se construit lentement, mais sûrement. Quand je suis arrivée au comité, donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre la convention meilleure? Et donc, la première étape, c'était un peu de proposer cette idée au reste du comité. Et l'idée a été globalement aimée, mais les gens savaient, le reste du comité n'était peut-être pas encore sûr de ce que je voulais faire, je pense. Mais vu que dans notre comité, on est aussi la plupart, il y a pas la plupart, quoi, je disais. Beaucoup de membres du comité sont sensibles, disons, à la cause de la neurodivergence, soit parce qu'ils le sont eux-mêmes, soit parce qu'ils sont dans cet un peu univers et donc connaissent un peu les difficultés que peuvent rencontrer les personnes de la neurodiversité. C'est ça. Oui. Et donc du coup, on a des salles à disposition. On m'a donné un peu le feu vert d'aller chercher du coup comment faire ça. Donc du côté de Japan Impact, je dirais que ça n'a pas été difficile, ça a été accepté. Et ensuite pour l'organisation, je pense qu'on n'a pas eu trop de difficultés. En fait, quand Agnès m'a proposé ça, moi je venais de découvrir Polymanga et en sortant de là, je m'étais dit non mais c'est un cauchemar en fait, on peut pas imposer. Je me suis dit il y a tellement d'autistes à Polymanga et c'est pas possible de leur imposer un rythme pareil, un truc pareil. Donc j'avais déjà cette idée en tête et puis t'es venu m'en parler et j'étais là super hein.
Parce que c'est comme une synchronicité. Ouais, magique. C'est important. J'ai l'impression que beaucoup d'événements essaient, enfin non pas beaucoup, certains essaient un peu de mettre en place des choses, mais ils vont jamais jusqu'au bout. C'est peut-être juste genre une tente où il n'y a rien et les gens peuvent aller là. C'est pas développé, donc je dirais développer, pousser plus loin ce concept. Parce que je prends l'exemple, quand on a fait notre post Instagram pour la première édition de la Salle Silence, je crois qu'une 50aine de commentaires qui disaient « c'est génial, c'est magnifique, c'est trop beau », c'était très touchant. Ouais, et je trouve que ça a prouvé que c'est un réel besoin, que ce soit dans les conventions pop culture Japon, mais du coup effectivement je pense dans d'autres types d'événements. Il y a un besoin que les gens je pense ne réalisent peut-être pas est là, mais est définitivement là. Ouais, et puis il y a parfois, c'est pas des grandes choses. Hein. Comme je disais, par exemple, l'histoire d'aller dans un musée, c'est pas dans un musée que tu vas être vraiment débordé d'émotions, de choses comme ça. Mais je me souviens, une personne autiste m'a dit, dans les musées, la première chose que je fais, c'est de regarder où sont les toilettes pour avoir mon safe space. et en fait, ça peut être des choses simplement comme ça, de sensibiliser des endroits en facilitant cette démarche, le safe place, des choses comme ça, on peut vraiment rendre la visite, rendre l'expérience beaucoup plus agréable pour des personnes qui sont avec un handicap invisible. Et puis, ça peut être utile à tous. Hein. Très souvent, tout ce qu'on met en place pour des personnes qui peuvent être submergées, c'est très agréable pour les autres aussi. J'aime bien ce que tu dis sur les toilettes, parce que je trouve que je pense que beaucoup de gens, même les personnes neurotypiques peuvent connaître cette expérience de se sentir pas bien, d'avoir besoin d'un break, de courir aux toilettes et juste devant l'évier, parce que c'est un endroit tranquille où on peut se mettre de l'eau sur le visage, on peut machin. Et je pense que c'est un peu un des grands buts principaux de cette salle calme et silence, c'est que quand on sent une crise de panique venir, quand on sent qu'on n'est pas bien, ne plus devoir aller courir se cacher aux toilettes, mais savoir qu'il y a un endroit fait pour eux où ils peuvent souffler tranquillement. Et serrer des doudous dans les bras. On a hâte de vous voir ici et on pense à vous. Oui, soyez les bienvenus.